BFM Business et CB News présentent Hebdocom, Rebecca Blanc-Lelouch. Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom. Au sommaire aujourd'hui, Publicis avec sa coalition Working with Cancer lance une campagne mondiale qui sera d'ailleurs diffusée au Super Bowl. Marco Venturelli, le directeur de la création et le rédacteur, le concepteur de cette campagne est avec nous aujourd'hui dans l'émission. Le festival de télé de Luchon tient sa 25e édition jusqu'à dimanche et met le flux à l'honneur cette année. Julien Casqui nous en parlera un peu plus dans son journal. Et puis pour terminer, comme d'habitude, la question Hebdocom de la semaine. Avez-vous été convaincu par la communication de l'intersyndicale qui s'oppose à la réforme des retraites? Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme Hebdocom. C'est parti, ça commence. BFM Business, Hebdocom, l'invité média. Et comme d'habitude, évidemment, je suis accompagnée de Frédéric Roy, rédacteur en chef CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Rebecca. Alors aujourd'hui, on va parler d'un événement mondial, la nouvelle campagne de lutte contre les préjugés sur le cancer, les insécurités que la maladie peut provoquer, notamment sur le lieu de travail et dans la vie professionnelle. C'est une campagne made by Publicis suite à la coalition Working with Cancer lancée par le patron du groupe Arthur Sadoun à Davos le 17 janvier dernier. Ça va? C'est un cancer. Je sais pas si je vais t'aider. Et nous accueillons aujourd'hui le concepteur, rédacteur de cette campagne, Marco Venturelli. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la création de Publicis en France et président de Publicis Conseil. Le film s'appelle Monday et il va être diffusé au Super Bowl cette année, le plus bel écran publicitaire du monde. Est-ce que c'était prévu ça au moment de la conception ? Pas vraiment. C'est un film qui a une genèse assez particulière. Pour qui ne connaît pas l'histoire, en fait, Arthur Sadoun, qui c'est le patron du groupe Publicis, il était diagnostiqué d'un cancer l'an dernier. Et du coup, il a traversé une période assez intense. Et c'était promis que quand il revenait, il aurait fait quelque chose pour changer les problèmes de stigma du cancer dans les lieux de travail. Et tout ça, c'est suite à l'effet que quand il a choisi de rendre public sa maladie, que c'est une chose assez rare pour un PDG d'un groupe de la taille de Publicis, il a reçu des milliers et des milliers de messages dans tout le monde, des salariés, pour les remercier de cet acte de courage. Et il a un peu ouvert une porte. Et du coup, on a choisi de faire qu'est-ce qu'on sait faire, nous, un peu, c'est d'utiliser la puissance des médias, de la communication, de le storytelling, ces cas-là, pour changer les choses. Pour créer un objet un peu qui a comme objectif de rappeler que chaque fois qu'on croise quelqu'un qui a été touché pour le cancer, c'est une personne qui, très probablement, il a vécu une énorme odyssée personnelle et qu'il a besoin surtout d'empathie. On a des données assez incroyables grâce à les associations qui ont travaillé avec nous, qui nous démontrent à quel point c'est important pour le rétablissement d'avoir un support des gens autour de nous. Et alors justement, comment on conçoit une campagne où on sait qu'elle va être à destination du monde entier? C'est quoi les règles, c'est quoi les ingrédients pour concevoir une campagne mondiale? Alors ça, je pense que ça va être peut-être la seule campagne dans l'histoire du Super Bowl qui n'a pas eu de tests. Parce que, et surtout, c'était pas, comme pour reprendre votre question d'avant, c'était pas prévu que ce soit Super Bowl. Et Arthur, il vous a juste dit, fais un film. Arthur, la vérité, c'est encore plus dépressionné ça, parce qu'Arthur a dit, fais un film, je vais
pas voir, je ne veux pas savoir, tout le monde quand c'est terminé. Et après, il m'a appelé. Avant de voir le film, il m'a dit, tu penses que ton fils ça tient en 60 secondes pour le Super Bowl? Avant de le voir. Ah oui, du avant coup, de voir. pression, Double niveau pression. triple. Même une fois que vous l'aviez fini, vous avez... Ouais. Le tournage a été en grande partie réalisé avec les équipes à Gustave Roussy, de l'hôpital, de l'Institut Gustave Roussy. Comment ça s'est passé, la collaboration? Oui, c'était déjà, encore une fois, je veux remercier Gustave Roussy et toutes les associations Working with Cancer et tous les partenaires pour le soutien qu'ils nous ont donné. On avait vraiment besoin, on avait l'envie que soit le plus authentique et le plus vrai possible. Du coup, c'était important de tourner dans un vrai hôpital, avoir les conseils des vrais médecins pour ne pas de raconter des histoires qui n'existent pas. C'était assez intense parce que c'est évident, les cancers, comme on dit dans les films, ils touchent une personne sur deux dans l'art de sa vie. Et là, on s'est rendu compte à quel point c'est vrai parce que sur les plateaux, dans les tournages, on s'est rendu compte que il est vertigineux. C'est incroyable. Et une petite anecdote qui m'a vachement touché, il faut savoir que l'acteur principal du film, c'était lui-même diagnostiqué d'un cancer il n'y a pas très longtemps. Et c'était pour ça qu'il a voulu faire partie du film, mais c'était vachement intense pour lui quand on était en train de tourner dans les mêmes situations dans l'hôpital. C'était vraiment un truc intense pour lui, mais à la fin, il est très content d'avoir fait ça parce qu'il pense que c'est un sujet important. Qu'attendez-vous comme répercussion de cette campagne? Déjà, je pense que même avant d'être lancé, parce que ça démarre officiellement dans ces jours-là, la répercussion plus importante, c'est qu'elle de faire ouvrir la parole. C'est d'ouvrir la parole, d'accepter ce mot cancer, que déjà en soi, on n'est pas habitué, on cherche toujours des périphrases, la grande maladie, la C-word, déjà c'est un peu dur qu'est-ce que j'ai dit, mais c'est de les normaliser un peu, parce qu'ouvrir la parole, ouvrir le débat et changer un peu cette stigme qu'il a, les gens, on ne se rend pas compte à quel point une personne atteinte d'un cancer, il se trouve dans une situation compliquée, même à niveau émotionnel. Bien sûr. Parce qu'il se sent d'un côté fragilisé, il ne veut pas mettre les autres dans des situations compliquées pour affronter un sujet qui c'est un fait personnel, mais qui débarque dans la vie professionnelle. Du coup, déjà, ouvrir ce débat, bien sûr, fait changer les règles, mais fait même changer notre vision de la chose et comprendre qu'une personne sous deux l'attend, du coup, ça nous touche tous. Pour terminer cette interview, c'est l'heure de passer au questionnaire de Julien Casquillon. On accueille Julien Casquillon, notre journaliste BFM Business. Bonjour Julien. Bonjour Rebecca, bonjour à tous. Bonjour. Voilà, donc c'est 10 questions en rafale. Oula. 2 minutes. Oui, parce qu'on est tous des cas particuliers, Rebecca. On va étudier le cas Marco Venturelli. C'est bon pour vous? Bien sûr. On lance le chrono, c'est parti. Allez, c'est parti. La campagne que vous avez créée et dont vous êtes le plus fier. Cette là. Publicis? Oui, Mandé. Et à part celle-là? C'est difficile à choisir. Nous devons en choisir une. J'ai une question qui me vient, pardon. Vous en avez créé combien en tout des campagnes dans votre vie? Dans ma vie, je n'ai pas compté. Beaucoup. Vous ne les comptez pas? Non, je ne les compte pas. S'il y en a une, à part celle-ci, toutes les campagnes qu'on est en train de faire sur Renault en ce moment. Sur les quoi? Renault en ce moment. Votre support de pub préféré? Ça reste l'audiovisuel, les films, en toutes ces formes, que ce soit digital, cinéma, télé, mais l'audiovisuel. Le meilleur pitch de votre vie? Le meilleur pitch de ma vie? Ouais. J'en ai fait beaucoup, mais un pitch qui m'a touché beaucoup, c'est le pitch qu'on a fait pour la SNCF. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà le pitch, les films qui sont sortis à tous les écrans, et c'est un film qu'on aime beaucoup. Et vous aimez ça? Je l'aime beaucoup. Pitcher, vous aimez bien ça? Parce que moi, j'aime le pitch et surtout vivre le pitch. Et qu'est-ce que vous aimez dans le pitch? Le pitch, j'aime l'effet de se mettre à travailler sur un sujet sans nécessairement avoir tous les problèmes qui vont avec. Bon, le pire pitch de votre vie, le pire. Ah ouais, alors là, la liste est infinie, du coup, c'est vraiment difficile de choisir. S'il y en a un. Je peux pas vous le dire. Publicis. Mais il est récent. Publicis en un mot. Publicis en un mot, c'est puissance. 3 ingrédients pour rester créatif. Se mettre en question toujours, écouter les autres et pas essayer de faire des choses qui sont déjà la norme. Votre modèle dans la pub? 20 secondes. J'ai pas de modèle. Vous n'avez pas de modèle? Une personne qui vous inspire? En ce moment, Arthur Sadoun. Arthur Sadoun. Énormément. Il va être content. La campagne que vous auriez aimé créer?
La campagne que j'ai aimé, toutes les campagnes de Nike à l'époque d'or des... Just Do It. Ouais, Et enfin, la France ou l'Italie? l'Italie. Question peut-être dernière. Et la France. Et moi, comme d'habitude, je vous demande, est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a pas posée pendant cette interview aujourd'hui que vous auriez aimé qu'on vous pose? Oui. Laquelle? La question de qu'est-ce qu'on peut faire pour supporter les pledges de Working with Cancer. Et alors? Et c'est tout simplement d'aller sur le site et la plateforme, renseigner qu'on est et faire notre part parce que c'est super important. Merci. Et relayer la campagne le plus possible, même parce que c'est la journée internationale contre le cancer ce jour-là. C'est ce qu'on fait. Merci beaucoup Marco merci encore. Venturelli. Vous Merci, êtes Marco. directeur de la création de Publicis en France et président de Publicis Conseil. C'est parti pour votre journal, Julien Casqui. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com. Et on commence ce journal avec les résultats des géants américains de la pub qui sont tombés. Et du côté de Meta, c'est un peu moins mauvais que prévu. Un chiffre d'affaires annuel seulement en baisse de 1% à 116 milliards de dollars. C'est quand même historique pour Meta d'enregistrer une baisse, mais le nombre d'utilisateurs continue sa progression. Facebook atteint les 2 milliards d'utilisateurs actifs quotidiens. Et en tout, c'est 3,7 milliards de personnes qui utilisent au moins un des services de Meta. Et Snapchat continue aussi de gagner des utilisateurs, mais il perd de l'argent. Il a enregistré un déficit de 1,4 milliard de dollars en 2022. Le marché français de la pub en ligne progresse, lui, de 10% en 2022, selon le dernier observatoire du syndicat des régies Internet. La pub sur les moteurs de recherche reste le principal segment devant les réseaux sociaux et les bannières. Le retail média a explosé en 2022 en hausse de 30%. Et le marché devrait ralentir en 2023. Tout va bien en revanche pour Publicis, justement, le français qui dépasse les attentes en 2022. Il réalise une nouvelle année record avec un bénéfice en hausse de 19% à 1,2 milliard d'euros. Le groupe se dit confiant pour 2023 avec une hausse de son chiffre d'affaires compris entre 3 et 5%. Un tiers des ventes de Publicis sont désormais générées par ses filiales digitales Sapiens et Epsilon. Le festival de télé de Luchon tiendra sa 25e édition jusqu'à dimanche. Il récompense les meilleurs programmes audiovisuels français. Et pour la première fois, il intègre les jeux, les divertissements, les magazines, une mise à l'honneur nécessaire pour tout le secteur, comme l'explique Christian Cap, le directeur du festival. En jeu, vous avez Fort Boyard, en divertissement, on peut parler de Miss France, et en magazine, c'est à vous, 50 minutes inside et autres. Et donc, tous ces programmes de création française n'étaient pas récompensés en France, au même titre que le sont la fiction, le documentaire. Donc, c'est une volonté de toute la profession qui se sont réunis à nos côtés pour lancer cet événement. Et le Grand Prix du festival a été décerné aux rencontres du Papotin diffusé sur France 2 qu'on a reçu sur ce plateau. Le festival n'a pas encore ouvert ses récompenses aux plateformes de streaming. C'est encore trop prématuré. C'est parce qu'aujourd'hui, par exemple, sur le flux, les plateformes vont commencer à faire travailler l'industrie française du flux. Et c'est encore trop tôt pour avoir des programmes de création française qui seront en compétition à Luchon. Concernant la fiction, la particularité du Festival de Luchon, ça traite beaucoup la fiction unitaire et moins les séries. Et les séries, on les retrouve sur les plateformes. Voilà. Et Luchon valorise beaucoup la fiction unitaire. C'est pour ça qu'on les retrouve moins. On avait effectivement reçu Tristan Carnet, producteur des rencontres du Papotin dans l'émission. Interview à retrouver sur toutes nos plateformes en replay, sur tous nos réseaux sociaux, sauf sur le Instagram de Julien Casqui, qui ne sait pas faire de story. Xavier Niel et Rodolphe Saadé réunis pour investir ensemble dans le média en ligne brut. Merci beaucoup Rebecca. Selon les Échos, les 2 milliardaires se sont entendus pour entrer au capital de la plateforme. Montant de l'offre 40 millions d'euros et le but, faire barrage à un autre milliardaire, Daniel Kretinsky, qui a jeté l'éponge. Brut a été valorisé de 150 millions d'euros en juin 2021. Et comme d'habitude, on termine ce journal par notre campagne préférée de la semaine, par notre campagne chouchou, et on a choisi celle de Diptyque cette semaine.
Un nouveau territoire d'expression pour la célèbre marque de parfums et de bougies. Elle vient de créer son premier court-métrage façon dessin animé asiatique. Il raconte l'enfance du fondateur Yves Quélan au Vietnam. Diptyque s'est associé au studio d'animation français Werlen Meyer qui travaille notamment avec Orelsan, Wes Anderson et HBO. Ce film sera diffusé au Japon, en Corée, en Chine et à Hong Kong sur des écrans publicitaires à l'extérieur. Il sera aussi en salle au cinéma aux États-Unis, en Angleterre et bien sûr en France. Merci Julien, c'est parti pour le Focuscom. BFM Business, Hebdocom, le Focuscom. Deuxième journée de grève contre le projet de réforme des retraites mardi dernier. Au total, entre 1,3 million de personnes selon la police et plus de 2,5 millions selon les syndicats. Une réussite pour l'intersyndicale qui annonce 2 nouvelles dates, 7 et 11 février, respectivement une journée de grève et une journée de mobilisation. Avez-vous été convaincu par les différentes prises de parole des représentants des différentes organisations syndicales en opposition à la réforme des retraites? Et la réponse est oui à 62%. 6 Français sur 10 se déclarent convaincus, soit le double du score d'il y a 2 semaines. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Geoffrey Pouget, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé chez Tilder. Fabrice Pelosi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé chez Epoca. Geoffrey, les Français sont chaque jour de plus en plus aux côtés des syndicats. Comment les syndicats réussissent-ils leur communication ? Alors effectivement, on peut lire une petite interaction entre le fond et la forme, puisque de facto on a plus de répondants sur ce sondage qui s'expriment défavorables à la réforme et que donc généralement ça doit suivre aussi sur la manière dont on perçoit la communication des principaux artisans du non, en tout cas du rejet. En revanche, il y a quand même des clés de lecture à mettre en avant sur vraiment la partie communication de ces organisations aujourd'hui. Déjà, le premier élément qui apparaît évident mais qui est important à rappeler, c'est l'unité qui tient de l'intersyndicale depuis le début de la mobilisation, l'unité concrète affichée dans les manifestations, en plateau, dans les médias et dans la communication. Et c'est une unité qui est en plus incarnée, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 2 leaders, alors une intersyndicale qui en réunit plusieurs, mais aujourd'hui 2 leaders très installés, Laurent Berger et Philippe Martinez. Et force est de constater que les violons sont plutôt bien accordés jusqu'alors. Les violons sont bien accordés et ensuite on voit que les plateaux sont également bien arpentés, puisqu'on a quand même une surreprésentation de ces personnalités-là. Vous me direz, les syndicats passent souvent dans les médias, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais le temps législatif est plus réduit, donc le temps médiatique se réduit lui aussi. Et je pense qu'ils font autant de kilomètres aujourd'hui à parcourir les médias qu'à parcourir le pavé lors des manifestations. Donc ça, c'est un élément qui est quand même important. Donc l'union. Donc l'union qui tient. Jusqu'à quand, c'est la question, et on va pouvoir en débattre, puisqu'à partir du moment où ça va peut-être flancher, là, on verra peut-être des éléments de distension. L'autre élément qui est important, c'est aussi les coups de com' récents, puisque les syndicats sont aussi accompagnés, le gouvernement est conseillé, mais les syndicats savent aussi communiquer, je l'ai dit tout à l'heure, avec une forme de professionnalisation aussi de l'approche des médias, mais on l'a vu avec par exemple les Robins des Bois, donc ces actions des syndicats très ciblées sur la gratuité de l'énergie, sur les revendications de coupure d'électricité, sur les milliardaires. C'est des arguments populaires, même parfois populistes, mais qui arrivent à quand même drainer de l'adhésion d'une partie des Français. Et donc, ce fait est, on constate effectivement une adhésion assez nette au discours syndical à travers ce sondage. Donc, union et coup de com', Fabrice, vous êtes d'accord ? Oui, là-dessus, les syndicats, ils jouent sur du velours. Au moment des Gilets jaunes, on se posait la question de savoir si les syndicats étaient morts. Là, ils peuvent remercier la réforme des retraites qui permet effectivement, on le voit dans l'opinion, personne n'a envie de travailler plus longtemps, globalement. Donc, eux, ils vont défendre une position qui fait l'unanimité ou pas loin. Effectivement, il y a ce jeu sur l'intersyndicale. Philippe Martinez était dans le studio juste à côté il y a 2 jours, où à chaque fois, toutes les questions, il disait « Écoutez, nous, chez nous, il n'y a pas de problème, tout le monde s'entend bien ». Il y a un autre point très intéressant, c'est que maintenant ils sont même en accord avec la NUPES. Ils se sont mis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon sur la prochaine étape. Donc après, le combat il est totalement déséquilibré parce que c'est ce que j'allais dire. on a des syndicats qui peuvent jouer toutes les balles
celles qui passent et qui marquent un but, ça les fait progresser dans l'opinion. Et de l'autre côté, on a un gouvernement qui n'a pas le droit à l'erreur. Et d'ailleurs, ça se voit sur les plateaux. Alors aussi bien, les plateaux sont effectivement très bien garnis de représentants syndicaux. De l'autre côté, on le voit encore sur vos plateaux, très peu de ministres ont envie de défendre le projet de loi. Pareil du côté des députés. On a eu une grosse erreur côté Franck Riester qui a été obligé de dire, piégé, que effectivement la réforme c'était compliqué sur le plan pour les femmes, que peut-être ça allait être à leur désavantage. Donc ça c'est compliqué. Alors il y a des choses, on le dit, ils sont souvent accompagnés du côté du gouvernement. On se demande, est-ce qu'il y a des média training? Est-ce qu'il y a des Q&A? Donc les Q&A, c'est des questions-réponses qui sont partagées. Et on le sait aussi, malheureusement, la réforme, elle est ultra complexe. Ce qui laisse la place à tous les discours. Et donc là, encore une fois, pour les syndicats, c'est du velours et ça leur permet de progresser dans l'opinion. La question, c'est jusque quand, effectivement, puisqu'on parle d'unité. Aujourd'hui, il y a quand même des questions qui arrivent sur est-ce qu'on fait la grève reconductible. Il y a Laurent Berger qui a cette formule, on ne mesure pas l'efficacité syndicale à l'emmerdement des Français, c'est-à-dire une posture de non-blocage. Aujourd'hui, jusqu'à quand ça tient? Il y a la côté CGT où on laisse la porte ouverte aux grèves reconductibles. Voilà. Est-ce que ce discours uni va tenir? Et c'est là aussi va dépendre de la réceptivité des syndicats. Et j'ajouterais également que là, la bataille de l'opinion se fait dans la rue, par plateau interposé, à travers des déclarations. Le 6 février, la bataille de l'opinion se fera aussi par les débats dans l'hémicycle, qui va devenir aussi un vecteur de communication, non pas par les syndicats, mais pour la gauche parlementaire et les oppositions, qui d'ailleurs ont un peu laissé le jeu aux syndicats du coup, puisqu'on les entend moins. Et aujourd'hui, qui incarne cette opposition réellement, c'est les syndicats. Donc ils vont peut-être en profiter pour reprendre aussi la communication à travers tous les débats qu'on n'espère pas trop hystériques, puisque c'est une tendance malheureusement qui a constaté dans l'Assemblée récemment sur la retraite. Donc la bataille de l'opinion va aussi se jouer là. Comme vous l'avez dit, Fabrice, on n'entend pas beaucoup le gouvernement, mais qui quand même dégage un peu un côté banalisateur du sujet, qui tweet en disant on savait qu'il allait y avoir du monde. Est-ce que c'est une bonne stratégie de communication de réagir comme ça ? Il y a une rupture en tout cas dans la communication. On était sur un effort de pédagogie en voulant montrer que la réforme est juste. Le fait est que justement cet effort de communication du camp opposé a déconstruit un petit peu cette stratégie-là. Donc il y a dû y avoir des discussions pour se dire voilà, maintenant aujourd'hui on rentre sur un registre de fermeté. Donc on ne bougera pas, en tout cas en l'état sur le 64 ans on ne bougera pas. Effectivement, comme le disait Fabrice, c'est quand même un jeu déséquilibré puisqu'on est sur des camps qui sont assez statiques. Tout va aussi dépendre justement, j'y reviens, du 6 février, à partir du moment où le projet va rentrer dans l'Assemblée, on va voir quelles stratégies de communication vont être mises en place et même avant cela, puisqu'on peut s'attendre quand même à une riposte, que ce soit de la partie de la Première ministre ou du Président qui pour le moment très volontairement reste au-dessus de la mêlée en prenant un marqueur plutôt européen, guerre en Ukraine, donc une autre casquette que celle des affaires nationales, ce qui ne veut pas dire qu'il ne suit pas ça évidemment, au contraire, je pense qu'il y aura des réactions par rapport à ce rapport de force. Très rapidement, pour terminer, on voit que la jeunesse est hyper mobilisée, elle est dans la rue. Quels sont les éléments de com qui les ont séduits ? Alors, oui, on le voit certainement via les réseaux sociaux et on le voyait dans vos images d'ailleurs, toutes les pancartes qui peuvent être sorties et qui après deviennent virales. Aussi, très certainement qu'il y a des éléments de langage du côté des syndicats qui portent. On sait que les syndicats peuvent avoir ensuite des ramifications assez loin dans l'éducation. Et puis en face, il y a des messages qui ne sont pas organisés. Du côté d'Emmanuel Macron, en septembre dernier, on parlait d'une réforme qui allait donner des manœuvres pour investir dans la transition énergétique, dans la transition écologique. Aujourd'hui, l'objectif, c'est simplement de gérer les retraites. Donc, il y a aussi un problème de récit. On ne voit pas la vision derrière ce projet et donc forcément la jeunesse vient se rattacher à un projet qui est clair du côté des syndicats, c'est mettre fin à cette réforme. Donc c'est parce que c'est plus clair de leur côté. Merci beaucoup Fabrice Pelosi, vous êtes directeur associé chez EPOCA. Merci Geoffrey Pouget, vous êtes directeur associé chez Tilder. C'est parti pour la chronique de Frédéric Roy. BFM Business, Hebdocom, la chronique média. Frédéric, je vous sens un peu perplexe aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, Rebecca, c'est vrai. J'ai reçu cette semaine une série de titres qui me laissent un peu dans l'expectative. La première concerne les métaverses. Vous savez, ces mondes virtuels. Bon, je ne vais pas vous expliquer. Vous faites évidemment partie des 76% de Français qui en ont entendu parler. Quelle question. Voilà. Ce qui est quand même une proportion tout à fait spectaculaire pour des mondes où globalement il n'y a personne. Oui, parce que les Français connaissent, mais ils sont 9 sur 10 à n'y avoir jamais mis les pieds, ni en vrai, ni en digital. Ce qui ne les empêche pas d'avoir un avis sur ce qu'ils pourraient y faire, aller au cinéma, regarder des expos, assister à des concerts, autant de choses qu'ils peuvent faire dans la vraie vie, mais on peut supposer que c'est mieux dans le métaverse. Reste maintenant à y aller dans le métaverse. Oui, absolument. Mais alors, pour cela, ils pourront utiliser leur smartphone, puisqu'un autre sondage, le baromètre numérique de l'Arcom, nous apprend que 87% de nos concitoyens en possèdent un. C'est une bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y en a 78% qui s'en servent pour téléphoner. 92 pour naviguer sur Internet. Autant dire que nous avons tous dans notre poche le passeport pour le métaverse. Encore faut-il savoir où on va, parce que on ne sait pas comment y aller. Il faut télécharger des applis ou aller sur des sites que personne ne connaît. Mais au fond, ça n'a absolument aucune importance, puisque dans notre vrai monde physique à nous, tout va pour le mieux. Vous en êtes vraiment sûr, Frédéric? Non, en fait, pas vraiment. Mais une dernière étude, après je m'arrête, publiée cette semaine par l'agence GroupM est formelle. Les Français sont plus optimistes qu'ils ne l'étaient auparavant, et cette situation est due, entre autres, à leur foi dans les nouvelles technologies qui les met dans cet état d'esprit. Oui, je sais, quand on regarde ce qui se passe dans la rue et sur les plateaux, c'est pas absolument évident. Pourtant, l'écologie, la technologie consolide fortement l'optimisme de nos concitoyens, qui sont très largement convaincus que les objets connectés de la maison ou personnels seront plus performants, que les modes de communication nouveaux vont apparaître et que ce sera mieux, ou que l'intelligence artificielle, bien utilisée, va faciliter nos vies et accélérer le progrès. Bon, tout ça, c'est pas pour demain, mais il suffit d'attendre un peu, jusqu'à la retraite peut-être, mais me demandez pas à quel âge. Merci Frédéric Roy, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais surtout à la demande sur toutes nos plateformes. Très très bon week-end sur BFM Business. Hebdocom sur BFM Business.